Bonjour. On va installer notre petit setup. Est-ce que c'est à toi le cahier ici? Non. Donc, aujourd'hui, on a un panel qui s'intitule « La nation Huron-Wendat de Wendake, une tradition alliant entrepreneuriat et collaboration ». Donc, pour votre information, je suis Laurence McEvoy, une entrepreneure sociale, également productrice de contenu transformationnel et éducatif. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée par, entre autres, Pierre Canapé, qui est un Innu de Pessamit qui travaille en titre de conseiller en développement chez Tourisme autochtone. Donc, une main d'applaudissement pour Pierre, s'il vous plaît. On a également un petit changement, un changement au plan de match. Donc aujourd'hui, on était supposé être avec Alexandra. Malheureusement, elle a eu un imprévu. Donc on a la chance d'être avec Brad Gros-Louis, qui est président fondateur de Houseway Media, et puis qui est aussi le caméraman de la communauté Montagne Nature. C'est un entrepreneur Wendat. Donc, je vous invite à juste peut-être parler un petit peu de votre organisation pour mettre les gens en contexte, puis on va commencer le panel. Aujourd'hui, on a 3 points à aborder. On va parler des valeurs autochtones traditionnelles et le principe de l'interrelation du vivant, qui est un principe fondamental au développement durable. Donc, on rentre dans la conversation avec une petite parcelle philosophique. Et puis ensuite, on va aborder l'histoire entrepreneuriale de la nation Huron-Wendat de Wendake. On est quand même ici à Québec. Donc, puis on aimerait aussi partager avec vous des bonnes pratiques de collaboration avec des entrepreneurs et des organismes autochtones, des bonnes et des moins bonnes, mais c'est sûr qu'on veut mettre en lumière, évidemment, le positif. On veut vous outiller pour que vous puissiez être en mesure de bien collaborer. Et puis, sans plus tarder, Brad, je t'invite à présenter ton entreprise ou sinon un petit peu ton expérience entrepreneuriale. Oui, moi, je viens d'une famille entrepreneur. Mon grand-père, il avait racheté une entreprise de chaussures qui s'appelait Chaussures Régence dans les années 70. Puis, il s'est mis à faire des mocassins, donc il a utilisé tous les outils, les dailles, puis les outils pour tailler le cuir pour faire des mocassins. Ça a roulé pendant plusieurs années. Puis, mon père a repris le flambeau dans les années 2000. Dans les années 2000, il y a eu beaucoup de compétitions là, de la Chine, là, des copies là, de toutes sortes de formes de mocassins. Fait que toute l'industrie du mocassin s'est un peu effondrée ici à Wendake. Il y a encore aujourd'hui une entreprise qui fonctionne super bien, Bastien Industrie, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un ami à moi qui a repris ça récemment. Là. Donc, c'est pas mal la seule compagnie qui fabrique des mocassins à Wendake qui est encore active. Donc, mon père, c'est ça, gardé le bâtiment commercial. Donc, aujourd'hui, on fait de la location commerciale. Puis, moi, personnellement, j'ai grandi dans le milieu des médias, de la télévision. J'ai été acteur un peu aussi, animateur. Puis, aujourd'hui, je suis rendu réalisateur, donc je travaille sur des projets majoritairement avec Radio-Canada, avec TVA aussi, UniTV, donc un peu toutes les plateformes qu'on connaît. Donc, mon expertise est rendue beaucoup dans les médias. Puis, en dehors de tout ça, on a eu récemment à Wendake la relance de l'amphithéâtre de Wendake. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est une salle de spectacle en plein air qui a roulé pendant quelques années, là, à partir de 2008 jusqu'à 2015-16. Ensuite, il y a eu des complications au niveau de l'organisation. Puis après ça, il y a eu la COVID, donc ça a fermé pendant presque 5 ans. Et depuis 2 ans, c'est moi qui est en charge de la relance de l'amphithéâtre. C'est vraiment pas une tâche facile. D'ailleurs, j'ai des gens dans vous, là, dans l'industrie touristique, que je vais côtoyer dans les prochaines années pour l'amphithéâtre. Mais principalement, c'est ça, je m'occupe de production de films. Voilà. Est-ce que tu as le temps de dormir, Brad? En fait, en plus, j'ai eu un bébé il y a 2 semaines, fait que... Non. Ça répond à la question. OK. Bon, enchanté. Moi, en fait, juste avant de commencer, je voulais que Brad nous dise où on est physiquement et géographiquement en ce moment aujourd'hui. Oui, alors vous vous trouvez donc sur le Nia-Ouatio. C'est le nom qu'on donne au territoire ici, la région de Québec, entre parenthèses, qui est territoire traditionnel des Wendat. Là, on n'embarquera pas dans l'histoire parce que c'est une grande histoire. Les Wendat, on était en Ontario autrefois. On s'est déplacé ici à la fin des années 1600. On n'est pas venu ici pour rien. Donc, les anciens disent que
On avait des sources, des racines, certains villages des Iroquois du Saint-Laurent qui étaient là avant l'arrivée de Jacques Cartier. Donc, il y a vraiment un gros pan d'histoire qui est flou à ce niveau-là. Puis, il y a aussi des discussions politiques qui sont assez difficiles avec les Inuits. Nous autres, on est des amis, là, mais... Mais tu sais, politiquement parlant, c'est assez compliqué l'histoire de territoire. Mais tout simplement vous dire que Ni-on-Tio, c'est comment que nous on appelle ça ici, ça veut dire beau territoire, tout simplement. Fait que voilà. Bienvenue, Kwekwe. Il y a encore un plus beau territoire au nord qui s'appelle le Nitassinan. Non, La terre Innu. Plus grand, pas mal plus grand. Disons qu'on se partage la réserve faunique des Laurentides. C'est là que la limite se fait entre le Ni-on-Tio et le Nitassinan Innu. Donc, je me présente rapidement, Pierre Canapé, Innu, comme Laurence l'a dit, de la communauté de Pessamit. De mon côté, je suis né à Chicoutimi, donc je viens du même coin de région que M. Lavoie. Sachez, M. Lavoie, que j'ai appris à faire du ski, moi, au Mont-Fortin, que vous devez connaître. C'est une montagne qui est environ un petit peu plus basse que l'écran ici. Mais j'ai passé ma jeunesse au Valinois, faites-vous-en pas, là, avec un chalet à Falardeau. Donc, je travaille chez Tourisme Autochtone Québec en tant que conseiller en développement. Plus de 200 entreprises autochtones réparties dans toutes les régions du Québec. Aujourd'hui, on se concentre évidemment sur la région de Québec, là, du territoire Wendat, où on va parler de l'entrepreneuriat et tout et tout. Donc, content d'être là. Merci. Messieurs, j'aimerais parler avec vous de justement votre rapport par rapport aux valeurs traditionnelles parce que dans mon expérience en contexte autochtone, j'ai rencontré beaucoup, surtout de jeunes, qui me parlaient que justement les valeurs autochtones traditionnelles pourraient être des solutions aux défis planétaires. Je me demandais, vous, c'est quoi votre rapport avec les valeurs traditionnelles? Tu sais, comment ça s'est intégré? C'était quoi votre processus d'intégration? Puis peut-être même comment ça se reflète dans votre travail, dans vos pratiques entrepreneuriales ou de collaboration? Valeurs traditionnelles, moi, comme je l'ai dit, je suis né en ville, donc au Saguenay, mais j'ai eu la chance de combiner un peu toutes les connaissances de partout parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le territoire Innu, sur la Côte-Nord. Mon père était retourné vivre là-bas dans la communauté d'Essipit, tout près des Escoumins. Donc, j'ai vraiment là, eu les deux sortes de bagages urbains et aussi là, vraiment aller sur le territoire autochtone pour faire mes activités traditionnelles en sortie culturelle, la pêche, la chasse, un peu de tout. Fait que j'ai le meilleur des deux mondes, disons-le comme ça. J'ai appris un peu ce qu'il peut y avoir en ville et aussi comment pratiquer les activités traditionnelles. Ça remonte à pas si loin que ça, moi, que mon grand-père passait 6 mois en forêt encore. On n'y pense pas maintenant, mais ça remonte à une génération et demie que mon grand-papa, que je n'ai pas connu malheureusement parce qu'il est mort assez jeune, parce qu'il a eu la vie un petit peu dure, là. Il était 6 mois en forêt à aller ramasser tout ce qu'il pouvait ramasser pendant l'hiver pour revenir l'été, dépenser, puis partager aussi. Ce qu'on apprend dans les valeurs traditionnelles, c'est que quand tu reviens de la forêt avec du stock, de la nourriture, tu le partages également dans la communauté. Donc, vraiment, au niveau social, il y a toujours eu une notion de partage incroyable dans les communautés autochtones qui se reflète encore aujourd'hui. Moi, j'ai encore des réservations de grands-mamans dans les communautés autochtones, qu'on appelle les coucoums, qui veulent avoir les meilleures parties de l'orignal qu'on va tuer à chaque année. Puis je ne peux pas leur dire non. Donc, c'est du partage à part égale auprès de tout le monde dans les communautés. Fait que c'est ce que j'ai un peu appris là, à travers mes différents déplacements sur le territoire. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup appris dans mes voyages avec le documentaire. Donc, je me suis promené. J'ai dû visiter une 50aine de communautés au Québec et au Canada à l'extérieur, autochtones. Donc, j'ai rencontré plusieurs nations. Moi, je me suis jamais vraiment présenté comme... en fait, il y a tellement de tensions là, envers certaines nations territoriales, politiques, tout ça, que ça a toujours été compliqué l'approche avec les autres communautés. Mais à un moment donné, quand tu écoutes, quand tu prends le temps de te poser, souvent c'est après la journée de tournage, le soir avec les gens, bien là, on a le temps vraiment de décompresser, de dire les vraies choses. Puis des fois, bien, ça a été tendu. Une fois, j'avais été à Wapishka avec la gang là-bas des Inuits. Puis ils m'ont dit, tu sais, toi, Wendake, on sait bien, tu sais, je ne sais pas trop comment ça a tourné la discussion, mais tu sais, j'ai pris le temps d'expliquer le contexte. J'ai pris le temps d'expliquer que moi, je ne suis pas nécessairement en lien avec mon conseil de bande. Tu sais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils font. Je ne suis pas quelqu'un de politique nécessairement. Je suis un artiste, puis je connais beaucoup l'histoire. Fait que si tu as des questions, pose-moi-les, puis on va te les dire, les réponses. Puis on n'a pas le choix de partager. De toute façon, on est un faible pourcentage de la population canadienne, québécoise aujourd'hui.
je veux dire, on ne fera pas de miracle. On est avec vous, on est là encore. On est déjà vivant. Fait que je pense que les valeurs, c'est juste de dire, nous autres, on a des grands-parents qui ont grandi dans la nature, on connaît la nature, on sait les cycles. Tu sais, je veux dire, avec les Anishinaabe, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait parlé du cycle de l'ours. L'ours qui se réveille au printemps puis qui veut débloquer son système digestif puis sa vessie. La première chose qu'il fait, c'est manger des insectes pour les faire passer un peu tout ça. Puis après ça, bien, tranquillement, il va commencer à s'alimenter des petits arbustes qui poussent. Puis, tu sais, là, je ne ferai pas le tour de l'année, mais l'ours, c'est un animal médecine chez plusieurs nations autochtones parce qu'il est hyper connecté avec son corps, avec la nature. Puis nous, bien, on apprend de ça. Moi, je ne savais pas ça. À Wendake, on a perdu beaucoup de nos valeurs puis de nos savoirs, puis on les réapprend tranquillement. Mais moi, j'ai appris ça de d'autres nations, puis en me promenant sur les territoires, bien, on apprend des valeurs souvent qui proviennent de la nature puis qu'on applique dans notre vie. C'est ça. Exact. Pardon. Dans mon expérience, j'ai beaucoup voyagé aussi, pas juste au Québec, mais à l'international. Puis quelque chose qui m'a vraiment marqué dans mes échanges avec des gens des Premières Nations, des Autochtones, c'est vraiment je ne sais même pas si ça peut être une valeur, mais le principe de l'unité. Que tout est en interrelation. Tu sais, je veux dire, dans la nature, il y a des cycles, il y a des mouvements, il y a des saisons. Puis ce que j'observais, c'est que ces gens-là étaient beaucoup plus en connexion avec ces mouvements-là. Puis, j'ai rencontré aussi des Autochtones traditionnels qui, eux, vraiment vivent leur vie basée sur les principes naturels. Et puis, ce que j'ai observé, c'est vraiment personnel, c'est une observation, mais c'est que souvent, c'est que ça mène vers l'harmonie. Parce qu'on travaille en harmonie avec la nature, puis on ne travaille pas à contre-mouvement. Donc, je trouvais ça quand même inspirant d'en parler aussi parce que j'invite vraiment les gens de l'audience de la communauté Montagne-Nature à s'intéresser aux principes de la nature, à ses mouvements, à ses cycles, comment elle interagit, parce que je pense que c'est des solutions. Les solutions sont dans la nature. Puis, je pense que vous êtes d'accord avec ça. OK. Donc, c'est ça, Brad, tu nous parlais aussi un peu, tu t'as dit, j'ai voyagé beaucoup, j'ai dû beaucoup parler de notre histoire, je m'intéresse à l'histoire. Tu sais, pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement les Hurons-Wendat en 3 minutes, est-ce que tu pourrais nous faire une petite intro, justement? Oui, je peux faire ça. Je vais essayer d'être très short and sweet. En gros, la nation Wendat, c'est une grande nation très forte qui provient de la famille des Iroquois. Là. Vous avez tous été à l'école primaire, vous savez c'est quoi? Donc, les Iroquois, c'était des peuples qui vivaient en grands villages, qui avaient une hiérarchie sociale, qui avaient des chefs de clan, il y avait des maires de clan. Donc, c'était très diplomatique, même déjà à l'époque. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui disent que la démocratie est née d'une inspiration des systèmes de gouvernance iroquois. Donc, on était des grands peuples, des grandes familles, on était beaucoup. On occupait le territoire, on chassait, mais on cultivait surtout. Il y a eu des guerres avec les Iroquois, avec les Anglais, tout ça. Le territoire de l'Ontario était hyper convoité pour son centre au milieu de l'Amérique. Donc, il y avait des passages par tous les côtés. Donc, on était vraiment bien placés. D'ailleurs, les Wendat, en fait, il y avait les Iroquois du Saint-Laurent qu'on appelait, qui étaient là à l'époque de Jacques-Cartier, qui longeaient pas mal toute la vallée du Saint-Laurent. Ces Iroquois du Saint-Laurent-là, on n'est pas capable encore scientifiquement de prouver c'est qui. Sauf qu'on le sait qu'il y en avait, parce qu'on a trouvé des villages. Donc, à Québec même, et puis dans les environs, Donnacona et tout ça, il y avait 4 villages mineurs. Donc, c'était des petits villages d'une 150 personnes, des détachements probablement de plus grandes cités iroquoiennes qui commerçaient avec, par exemple, les Inuits. Donc, ça ne veut pas dire qu'on était installés nécessairement profondément dans le territoire, mais on était sur les berges du Saint-Laurent, puis on faisait du commerce, on était alliés des Anishinaabe, alliés des Inuits à l'époque, on était alliés des Micmacs, donc on était vraiment centrés sur le commerce. Donc ça, c'est vraiment nos racines au Wendat. Quand les guerres ont survenu, donc, en fait, l'idée, c'est que Jacques Cartier est arrivé, a rencontré plusieurs villages iroquois dans le Saint-Laurent, il ne s'est pas rendu jusqu'au Wendat pur dans les Grands Lacs. Puis, quand Champlain est arrivé 75 ans plus tard environ, il n'y avait plus rien, plus personne dans le Saint-Laurent, plus personne à Montréal, c'était vide, nada.
Les arbres avaient repoussé, donc Champlain a dit, ben crime, Jacques Cartier, c'est un menteur. Mais finalement, nous autres, on est en train de faire des recherches scientifiques, archéologiques, puis on voit qu'il y a des villages qui se sont formés en Ontario, dans l'est de l'Ontario, qui concordent avec l'époque entre Jacques Cartier et Champlain, avec les outils qu'on trouve et tout ça. Donc, on est en train scientifiquement d'expliquer des choses. Les Mohawks, que vous connaissez, qui sont plus dans le coin de Montréal, revendiquent beaucoup le territoire de Montréal parce qu'ils disent que les Iroquoiens du Saint-Laurent sont leurs ancêtres. Moi, mon hypothèse, c'est qu'on était une grande famille iroquoienne qui avait des détachements de plusieurs peuples iroquoiens qui commerçaient dans le Saint-Laurent. Donc, ce n'est pas un ou l'autre, c'est tout le monde, c'était des familles iroquoiennes. Donc, il y a eu un rapatriement qui s'est fait. Donc, le Saint-Laurent s'est vidé. Mais c'est à cette époque-là que les Inuits, veut pas, qui étaient déjà là aussi, qui partageaient tout ce territoire-là, ont occupé principalement la vallée du Saint-Laurent, surtout à Québec. Donc, quand les guerres sont survenues puis que nous, on n'a pas eu le choix de déménager, on est tombé de 40 000 individus à 600 individus, selon les histoires. La moitié alliés des Français ont dit on va devenir catholique, puis on va aller s'installer derrière les citadelles de Québec, donc qui était déjà fondée depuis quasiment 100 ans, la ville de Québec. Donc, on est revenu à Québec. Puis, je disais les anciens tantôt, c'est que les histoires disent qu'on on vient d'une grotte, en fait, dans notre mythologie, puis qu'il y a eu une époque où des chefs se sont rendus à la grotte en question qui est sur le territoire ici. Donc, l'idée, c'est que le détachement Wendat qui est revenu ici sont revenus un peu à leur source mythologique qui était Québec. Donc, c'est ça que nous, on défend. C'est ça que scientifiquement puis archéologiquement, j'aime ça dire ça parce que c'est pas politique, c'est de la science, c'est mélangé à la mythologie. On est revenu ici. Bon. Sur ça fait 300, presque 50 ans qu'on est ici, à Québec, et on est devenus des commerçants majeurs. Au début, ça a été très difficile, la pauvreté. On était des chasseurs, on s'est adapté au mode de vie plus inou, donc la cueillette puis la chasse. Donc, on était plus des cultivateurs, on est devenus plus chasseurs-cueilleurs. Puis, après ça, tranquillement, les Anglais sont arrivés, puis ont conquis le Québec, là, on connaît l'histoire. Donc, on est devenu alliés des Anglais à ce moment-là. Puis là, c'est là que les traités modernes sont arrivés. C'est là que le commerce moderne est arrivé. Donc, les militaires anglais venaient à Wendake et achetaient de l'or, de l'artisanat. Donc, des paquets de cigarettes fabriqués en poils de porc-épic. C'était d'une finesse là, vraiment méticuleuse. Là. Les femmes étaient impeccables à ce niveau-là. Puis, on est devenus des commerçants d'artisanat principalement. De là en découlé les industries de raquettes, de mocassins et d'artisanat qui aujourd'hui sont un peu moins présentes, mais aujourd'hui c'est plus le tourisme, donc à Wendake qui est très fort. Là, fait que c'est ça. Ça ressemble à ça. On redécouvre nos vraies valeurs parce que dans les années 70, on avait des powwows, on avait des événements qui étaient très folkloriques. Là, nous autres, on était des Indiens, on portait des plumes. Là. On voulait que les touristes viennent. Aujourd'hui, on va creuser sur nos vraies sources, sur notre vraie histoire, notre vraie identité, nos vrais vêtements d'époque. Puis, grâce à l'archéologie, puis grâce aux collectionneurs privés des années 1800, on retrouve des pièces artefacts dans les musées d'Angleterre, qui sont aujourd'hui surtout au Musée McCord et d'autres musées à Montréal, qui nous permettent, nous, de retrouver notre langue, notre identité, puis nos habillements. Donc, c'est ça qu'on veut montrer aux touristes, c'est la réalité, c'est plus juste une histoire de plumes. Puis ça, on travaille là-dessus en ce moment. Je dirais que c'est ça un peu notre défi en ce moment, c'est de montrer notre vrai côté. Mm-hmm. Absolument. Je pense que chaque nation, voire peut-être même chaque communauté a ses propres défis. Et puis, justement, tu sais, ce qui fait que ça peut parfois créer des tensions parce que, veut pas, ça laisse des traumas, ça laisse des traces, cette maltraitance. Puis, pour en arriver à la collaboration aujourd'hui, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent l'impact de l'histoire. Puis, on essaie, je connais beaucoup de gens qui essaient de se décoloniser eux-mêmes, puis de s'élever au-delà, justement, des biais qu'on a et tout. Donc, ça demande aussi
de la... Ben, tu dis de les coloniser. Moi, il y a des termes là, que j'aime pas beaucoup. Là, ça dépend. Là, toi, tu ne seras peut-être pas d'accord avec moi, là, mais il y a une mode là, en ce moment. Il y a une grosse mode. On est de l'avant beaucoup. Je le vois dans les médias. Moi, je travaille là-dedans. Depuis que les libéraux sont rentrés, on a de l'argent dans les médias pour les Autochtones. Ça marche bien. On est vu, on est entendu. Ça ne veut pas dire non plus que je suis d'accord avec tout ce que je vois et tout ce que j'entends. Moi, personnellement, le terme décoloniser, ça ne me plaît pas nécessairement. Je trouve on est rendu à une autre époque. Il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça. Je pense que faites juste vous intéresser un peu. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Si ça vous intéresse, gênez-vous pas. On n'est pas méchants. Des fois, il y en a du monde. Moi, personnellement, ma blonde n'est pas autochtone. J'aime ça d'en parler parce que c'est un très bon exemple. Elle aime ça faire des capteurs de rêve. Okay? Elle fait 3-4 capteurs de rêve par année, mais elle se fait planter par du monde, des Autochtones qui ne sont pas contents. Mais crime, il y a un village dans le nord qui s'appelle Pouvournito qui n'ont pas d'eau potable, sacrément. Il y a des problèmes plus importants qu'une petite fille qui fait des capteurs de rêve. Bon, c'est ça. Moi, c'est comment que je pense, j'aime ça le dire, puis là, je suis content d'avoir une audience. C'est ça. Fait qu'il y a des... C'est ça, voilà. Merci, Brad. C'est une réalité, effectivement, qu'on ne parle pas assez souvent. Il y a même, pour votre information, il y a même des Autochtones qui ont eu des pertes de statut, qui ont des histoires familiales compliquées, qui ont de la difficulté à le récupérer. Donc, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est une autre réalité, effectivement. Et puis, veux-tu renchérir? Vas-y. Ton micro, il fonctionne-tu? Pourquoi mon micro est fermé? As-tu mis ton pouce Il y a dessus? plus de batterie. Oh non! J'ai plus de batterie. J'allais dire, j'allais revenir sur les capteurs de rêve. Ça n'a aucun bon sens. Non, c'est pas... non, il y a une distinction à faire, je pense. Puis nous, on le fait beaucoup, puis on propage cette information-là dans le tourisme. Il y a une grosse distinction à faire entre l'appropriation culturelle et l'appréciation culturelle. Ce que je pense que ta blonde fait, toi, c'est de l'appréciation culturelle. Donc, elle aime qu'est-ce qui provient des Premières Nations, des Autochtones. Oui, puis elle a des enfants avec un Wendat. Elle est inclue dans la communauté. Absolument. Maintenant. C'est plus, je veux dire... Nous, de notre côté, ce qu'on va prôner du côté touristique, c'est pas de dire qu'en tant qu'allochtone, pour dire non autochtone, c'est pas qu'on va offrir une expérience touristique autochtone, c'est qu'on va offrir une expérience touristique auprès ou avec les Autochtones. C'est vraiment la distinction à faire. On n'est pas contre l'idée que tu fasses des capteurs avec ta blonde, puis que des gens collaborent pour faire une activité touristique autochtone. On veut juste que ça soit mentionné. On ne veut pas qu'il y ait de menteurs sur le terrain, sur le territoire. Il ne faut pas dire « nous sommes autochtones » alors qu'on ne l'est pas, tout simplement. Fait que, je suis vraiment d'accord avec le fait qu'elle fasse des capteurs de rêve. Il faut juste qu'elle les vende moins cher, parce que c'est sûr qu'ils sont moins beaux. Moi, ma mère, elle faisait des capteurs, elle n'était pas autochtone. Nous autres, on a beaucoup de métissage dans notre famille, puis elle n'était pas autochtone, ma mère, mais moi, c'est les capteurs de ma mère qui ont fonctionné pour moi, je veux dire. Puis, en tout cas, bref, il y a une distinction entre les Chinois qui fabriquent des mocassins, qui font tomber l'économie à Wendake, et ma blonde qui fait 2-3 capteurs par année pour des amis puis de la famille, Mais, effectivement, dans le tourisme, dans l'industrie en ce moment, il y a eu des gros scandales, il y a eu des choses qui se sont passées. Fait qu'il y a une limite, je suis vraiment d'accord. On en voit d'ailleurs au Powwow cette année. Vous êtes invités, venez nous voir. La date? C'est la dernière fin de semaine de juin. Ça tombe en même temps avec la fête du Canada. C'est un peu spécial. Mais ouais, donc il y a des artisans. Puis cette année, c'est ça, il y avait des artisans qui revenaient à chaque année qui n'étaient pas autochtones, qui faisaient de l'artisanat autochtone. Puis cette année, c'est ça, avec l'industrie touristique, ils ont choisi de refuser certaines personnes qui n'étaient pas autochtones. C'est des choix que j'appuie. C'est de prendre un kiosque qui aurait pu aller à quelqu'un qui fait de la vraie artisanat. Puis, l'essence aussi, tu le sens, quand il y a une vraie essence, qu'il y a une vraie énergie qui est là, il y a une raison aussi de faire ces choses-là. Puis en contexte de tourisme, par exemple, comme tous ces gens qui voudraient collaborer, il y a un principe que j'ai appris dans mes collaborations en contexte autochtone, puis c'est le principe de l'autodétermination. Donc, par et pour les Autochtones, c'est correct. Comme par exemple, en guise d'introduction, avec Voix parallèle, un projet que j'ai fait de sensibilisation sur les réalités autochtones, on a consulté des Autochtones de différentes communautés, de différentes générations, pour qu'il y ait une perspective vraiment élargie, que ce soit représentatif, parce que c'est pas homogène, là, je veux dire, chacun a ses particularités.
Et puis, c'est vraiment les Autochtones qui ont décidé du contenu. Nous, on a offert la structure, on offre le rayonnement, on veut que ça circule partout au Québec, mais c'est vraiment eux qui ont choisi le contenu, les intervenants. On a même fait approuver le contenu après pour être certain que les propos étaient bien représentés. Donc, tu sais, il y a des moyens aussi de collaborer vraiment de manière, je pense, bienveillante, engagée. Donc, j'imagine que toi, Pierre, tu as eu plein d'expériences, je veux dire, ou sinon, au travers des expériences des entrepreneurs là, avec qui vous travaillez chez Tourisme Autochtone, aurais-tu comme des pistes ou des outils à proposer pour bien collaborer? Ou... Oups, c'est pas grave. Merci. Oui, j'en ai. Super. Le principe de collaboration, comme tu dis, il est à la base de tout. On a besoin, je vais le mettre plus proche, on a besoin de collaboration, on a besoin de collaborer avec vous. On a plein d'exemples partout ici, même dans la région de Québec. Le Carnaval de Québec, les fêtes de la Nouvelle-France. Eux autres, ils veulent faire rayonner les peuples autochtones, les Premières Nations. Puis pour ce faire, ils nous demandent comment le faire, tout simplement. Fait qu'on va faire des meetings avec eux autres, des comités, pour savoir qu'est-ce qui va être diffusé comme information là-bas. Mais eux autres, ils se refusent de le faire parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas autochtones, tout simplement. Fait que nous, on va venir avec eux, puis on va se concerter ensemble pour savoir quelle information va être diffusée. Fait qu'on a besoin de ces partenariats-là, nous aussi, pour faire rayonner les peuples autochtones, parce qu'on n'a pas l'exposure que les fêtes de la Nouvelle-France et le Carnaval ont. Fait qu'on va avoir des kiosques avec eux, puis ils vont nous dire, occupez-vous de tout ça, mais soyez là avec nous, s'il vous plaît. Autre exemple de collaboration, les Autochtones, on est combien le pourcentage de la population au Québec? Un petit peu moins que 2 %. Fait qu'on ne peut pas tout faire. Okay? Fait qu'on a besoin de super firmes de marketing pour nous accompagner, comme la firme Oasis, qui est là avec nous aujourd'hui, qui sont avec nous depuis plusieurs années. Quand les gens sont bons, on fait affaire avec eux. Fait que la collaboration entre Autochtones et Autochtones va des deux sens. On a besoin d'eux comme ils ont besoin de nous dans toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Toi, sinon, des fois, ça peut être aussi une approche manquée, mais tu peux nous donner peut-être des exemples de comment ça aurait pu être bien fait, ou sinon juste un bel exemple de collaboration aussi. T'en as-tu? Oui, dans le fond, moi, je travaille sur, je ne sais pas si vous avez vu à Radio-Canada, le Grand Solstice. C'est l'événement, ça fait 3 ans, c'est un événement télévisé le 21 juin qui est comme musical. Je travaille là-dessus, ça fait une couple d'années, puis c'est une équipe qui est pas autochtone à la base, mais l'inclusion était là, la volonté était là. Puis j'ai travaillé comme co-réalisateur sur le projet. Puis, donc, c'était de bonne volonté, l'année 1. Ensuite, l'année 2, bon, j'ai eu un peu moins de pourcentage de travail à faire. Puis jusqu'à l'année 3, où ils ont dit, tu vas faire les tampons entre les tunes. Entre les tunes, il va y avoir il va y avoir du visuel, là, tu vas aller filmer telle affaire, telle affaire. Fait que là, j'ai demandé, je me suis dit, vous ne voulez pas que je travaille pour le show. Fait que j'ai tout simplement, j'ai quitté. J'ai d'autres opportunités. Je n'ai pas besoin nécessairement de travailler sur ce show-là chaque année. Je pense que c'est vraiment de bonne foi, c'est de bonne volonté. Je pense que nous, on a une job aussi de rentrer fort. Souvent, on arrive un peu par la porte d'en arrière. Ça, c'est vrai. On remplit une case. Tu sais, à TVA, ça prend un Autochtone, un Chinois, puis whatever. Là, des médias, là, on rentre par là parce qu'on rentre par la porte d'en arrière. On le sent, on le sait, ça. Moi, je l'ai senti. Fait qu'il faut rentrer fort, il faut être solide, il faut être formé. Puis moi, je travaille avec plusieurs réalisateurs de carrière, des documentaristes qui sont vraiment forts. Puis j'ai l'humilité de les écouter, de continuer à me former pour que quand je vais avoir des opportunités, je vais rentrer fort. Fait que on a notre travail à nous aussi à faire. Puis, comme tu dis, on n'a pas le choix de collaborer. Là, au Conseil de la Nation, il y a une équipe de biologistes. Là, on n'a pas des biologistes à la tonne là, à Wendake. Quand il y a des projets de réinsertion d'anguilles, par exemple, sur le territoire, ça prend des scientifiques, ça prend des biologistes, ça prend des gens qui sont manuels pour construire des barrages. Ça prend toute une équipe. On va aller chercher l'expertise aussi à l'extérieur. Puis c'est des beaux projets. Puis ça, c'est ça que j'ai envie de mettre de l'avant, tu sais, des équipes formées de plusieurs personnes, de plusieurs horizons, puis que les valeurs soient là. La réinsertion de l'anguille, c'est un animal qu'il y avait à Québec plenty, là, il y en avait beaucoup, là, puis il n'y en a plus, il a disparu complètement. Puis la réinsertion de l'anguille, c'est un projet qui a été un succès dans les dernières années. On revoit de l'anguille aujourd'hui dans les rivières de Québec.
Puis pour ça, bien, il a fallu aller dans le sud pour voir l'endroit où c'est que les anguilles allaient faire des œufs, je ne sais pas trop. Là. Ils ont voyagé, ils ont fait de la recherche, puis les biologistes étaient là. Puis ça a été un succès. Maintenant, on passe à un autre projet, la chauve-souris. La chauve-souris, on en voit de plus en plus. Il n'y en avait plus. On en voit de plus en plus. C'est en train d'être étudié, ça, par des gens de la Nation, puis des biologistes, des scientifiques de tous les horizons. Merci, Brad. Merci, Pierre. Malheureusement, on n'a pas plus de temps, mais en conclusion, j'aimerais juste souligner ce qui est important à retenir, puis c'est la concertation. Bien évidemment, il faut cultiver une ouverture d'esprit pour rencontrer l'autre, mais c'est la concertation. Avant d'aller chercher vos budgets, trouvez vos alliés autochtones, trouvez vos alliés allochtones, consultez-vous et puis ensemble, montez le budget, montez vos cachets ensemble, que tout le monde soit d'accord avant de prendre action, qu'il soit trop tard. Ça évite justement beaucoup de malentendus, puis beaucoup de... Vas-y. Bien, je vais juste le relancer, fouiller un peu, parce que des fois, on va prendre le premier Indien sur le bord, là, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, puis il y en a des meilleurs que d'autres qui sont cachés un peu. Des fois, on est gêné, des fois, on est... Mais ouais, c'est vrai. Faites un petit peu de téléphone, faites de la recherche un peu. Il y en a, il y a du monde qui sont talentueux, là, qui sont cachés là, dans les réserves. Pierre, tu voulais mettre un dernier mot? J'allais dire, pour terminer, là, vous avez vu sur l'écran tantôt, il y a des choses qui flashent. Là. On a sorti il y a quelques semaines, voire quelques mois, un guide qui s'appelle le guide Ashukan, qui veut dire pont, tout simplement en langue Eyu. Eyu, c'est la langue cri. Vous allez le voir, là, il y a un petit code QR que vous pouvez comme, prendre avec votre téléphone et avoir une version PDF de ce guide-là. En fait, c'est un guide de sensibilisation aux réalités autochtones en contexte touristique. Nous, c'est une formation que nous donnons chez Tourisme Autochtone Québec à nos partenaires, nos parties prenantes, donc les associations touristiques régionales, sectorielles, les ministères, le ministère du Tourisme. Donc, si vous avez besoin d'une formation ou vous voudriez en savoir un peu plus, je suis là le reste de la journée et on offre aussi la formation là, en se déplaçant un peu partout au Québec. Tout simplement, là, un petit lexique, un glossaire, c'est quoi les populations autochtones, ça vient d'où, ça mange quoi. Ensuite, comment bien visiter une communauté, comment bien entamer un partenariat ou une collaboration avec les Autochtones de votre territoire. Donc, il y a un peu de tout dans ce beau petit guide-là. Fait que si vous avez des questions, venez me voir. Super. Pierre, Chinish Kumitin. Yeah. Et Brad Tiaweng. Bravo. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci.